Maître Michael Lebetsky, bienvenue à notre cours de droit fiscal. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes un associé chez Davies à Toronto et un ancien étudiant à la faculté de droit à l'Université de McGill. Alors, je suis tellement content d'avoir votre opinion par rapport à le monde de litige fiscal. Je vous remercie, Maître Singer, de cette introduction, de cette présentation extrêmement chaleureuse. Ce que je prévois discuter avec vous aujourd'hui, vous pouvez voir l'agenda. Donc, je vais brièvement me présenter. Je fais une courte discussion de c'est quoi le litige fiscal. Et troisièmement, je prévois aborder 3 thèmes. Donc, bref, qui suis-je? Donc, avant de devenir avocat, j'étais un prof au secondaire au Japon et ensuite un agent du service extérieur canadien avec des mutations en Chine, en Haïti et en République dominicaine. Et je suis rentré au Canada en 2003 avec un CV fascinant, mais j'étais qualifié pour absolument rien faire. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette circonstance? J'ai commencé mes études en droit MBA et j'ai fait mes études à la faculté à titre de OWL, donc un Older and Wiser Law Student. Je ne suis pas sûr si cette expression est toujours d'actualité. Et donc, je suis assermenté comme avocat à l'âge de 38 ans, qui est sans doute de la perspective de la majorité de vos étudiants effectivement mort. J'ai entrepris mon stage chez Davies au bureau de Montréal et ensuite, il y a 5 ans maintenant, j'ai été muté à notre bureau de Toronto. Mes domaines de pratique, je suis assermenté au Québec et en Ontario et je suis dans la direction de litige. Je fais du litige fiscal et civil et je m'implique aux diverses causes impliquant le bijuridisme et le droit comparé. Et j'ai eu à date l'occasion de comparaître devant divers tribunaux, incluant une fois à la Cour suprême du Canada où j'ai plaidé une cause des gagnés transport qui était une cause extrêmement intéressante concernant l'application du Code civil à un contrat régi par droit maritime canadien. Mais il ne s'agissait pas d'une cause fiscale et donc je ne peux pas discuter plus amplement aujourd'hui. Donc, c'est quoi le litige fiscal? Je dis souvent que, parce que moi, en faisant litige fiscal, je suis un avocat spécialisant en droit de la personne qui provoque souvent des sourires et des rires. On se moque. Pourquoi? Comment ça? Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. Et ensuite, vous pouvez trancher le débat. Est-ce que je suis un avocat spécialisant en matière de droit de la personne? L'Agence de revenus du Canada est dotée d'environ 40 000 employés qui sont investis avec des pouvoirs très, très vastes et répandus et très grands pour agacer votre vie. Les employés de l'Agence du Canada, ils ont le droit de se présenter à votre bureau, de fouiller vos dossiers sans mandat. Ils ont le droit de poser des questions, des demandes d'informations répétitives et intensives auprès de vos employés, auprès de vos fournisseurs, auprès de vos créanciers et auprès de vous. Ils ont le droit d'émettre les cotisations statuant que vous devez X dollars d'impôts qui sont présumés étaient valides à moins que vous présentez à la Cour pour prouver le contraire et pour ramasser ces agents, ils sont dotés de pouvoirs très, très vastes en recouvrement de fonds. Et ils ont tous ces pouvoirs pour administrer une loi qui est incompréhensible. Et vous pouvez imaginer que quand vous investissez des gens avec des pouvoirs très vastes pour administrer une loi incompréhensible, ça cause beaucoup de problèmes. Et dans le cadre de mon travail, j'ai eu l'occasion de sauver les maisons, de sauver les entreprises de mes clients contre l'exercice abusif du pouvoir étatique. Donc, pourquoi n'ai-je pas un avocat en matière de droit de la personne? Mais une autre chose qui est très bonne, c'est que j'ai toute la satisfaction du travail d'être un avocat spécialisant en droit de la personne, mais avec la rémunération d'un avocat de la Roubaix, qui est un état d'affaires magnifique. Donc, c'est quoi le litige fiscal? Donc, en principe, le litige fiscal, c'est les différends avec une autorité fiscale relativement au montant d'impôt dû. Et quand on pense de litige fiscal, on pense souvent, majoritairement,
aux litiges différents sur l'impôt sur le revenu. Mais le litige fiscal englobe une grande variété d'autres taxes et d'autres impôts également. Taxes de vente, les douanes, taxes minières, tabac, l'essence, etc. Et incluant de nombreuses agences différentes, autorités fiscales différentes. Donc, l'Agence de Revenu du Canada, Revenu Québec, les autorités frontalières, toutes les provinces, même les municipalités. Donc, la litige fiscale, la gamme est très vaste. Et aussi, le litige fiscal englobe de nombreuses questions accessoires. Je ne prévois pas, vous pouvez voir la liste ici sur l'acétate, mais par exemple, l'annulation discrétionnaire des intérêts et pénalités, c'est très commun, demande de l'accès à l'information, la contestation des demandes, etc. Donc, il y a énormément de questions accessoires au litige également, au litige fiscal. Questions accessoires au montant d'impôt dû, je voulais dire. Donc, ceci étant dit, je passe au premier thème dont je ne peux pas discuter, la croissance du litige fiscal au fil des ans. Donc, lors de l'époque Harper, il y avait un dédoublement de vérificateurs à l'Agence du revenu du Canada. Et c'est une tendance qui a été poursuivie par le gouvernement actuel de Justin Trudeau, excusez-moi. Donc, on a une grande croissance des vérificateurs. Et le rendement de ces vérificateurs est mesuré, est évalué régulièrement. Pour l'agence, nous avons le critère de mesure IGV, donc impôt généré par vérification. C'est mieux connu en anglais par son acronyme TEBA, Tax Earning by Audit. Donc, la quantité de l'argent que le vérificateur est capable de cotiser. Et je tiens à dire que la mesure de TEBA ne tient pas compte des montants qui sont ensuite remboursés pendant une opposition ou devant les tribunaux. C'est uniquement au moment de la cotisation. Pour Revenu Québec, on n'a pas d'IGV, on a les quotas. Donc, les vérificateurs sont instruits d'aller de ramasser une certaine quantité d'argent. Et vous pouvez imaginer la conséquence. On a des vérifications beaucoup plus prolongées et très agressives. C'est maintenant que les grandes entreprises sont effectivement soumises à une vérification continue. On a des situations où vraiment on a des entreprises qui allouent un bureau aux vérificateurs de s'installer de façon permanente, quasi permanente. Les PME sont vraiment examinées à la loupe dans la recherche des poids faciles, comme on dit en anglais, the low-hanging fruit. J'avais une cause. Je me souviens, j'avais une cause, c'est pas le genre de cause que normalement je reçois chez Davies, mais c'était une vérification d'une bricoleur. Une vérification d'une bricoleur la vérification a duré 4 mois, pendant laquelle la vérificatrice vraiment a fouillé chaque dépense. Et voilà, je vois une dépense ici enregistrée à Costco pour 20 pièces. C'était quoi ça? Produisez-moi le reçu, expliquez le quoi. Et si n'était pas en mesure d'expliquer exactement cette dépense a été occasionnée pour fin de son entreprise, oh bon. Sinon, OK, je vais refuser la dépense avec les pénalités sans devoir dire, etc. Il y a 4 mois pour une bricoleur. Et ça arrive très souvent, je dirais plus souvent que dans le passé, que les positions prises par l'agence ne sont justifiables, ni en fait, ni en droit. Je peux donner de nombreux exemples, mais souvent, un exemple de bricoleur. Le vérificateur peut imposer un fardeau très, très grand auprès du contribuable parce qu'en principe, c'est toujours au contribuable qui incombe le fardeau de preuve. Donc, le vérificateur dit, bon, c'est quoi cette dépense que je vois dans vos livres, dans les états bancaires, c'était quoi cette dépense? On explique, je ne vous crois pas. Ou j'ai besoin de plus de preuves que cette dépense a été occasionnée pour les moyens d'affaires. Maître, est-ce que pour les contribuables, la majorité n'ont pas accès à un avocat qui travaille sur la rue Bay? Oui? Non, non. Et l'exemple de bricoleur, parce que c'est une longue histoire. Je ne sais pas si c'est le temps de raconter la totalité, mais cette cause, c'était exactement un bon exemple. Ce bricoleur, il a exercé son
son travail par voie d'une entreprise. Donc, il a constitué une société anonyme et donc ses dépenses ont été effectuées dans son société. Et ce qui est arrivé, c'est que pour chaque dépense, par exemple, les reçus de 20 pièces chez Costco, s'il n'était pas en mesure de fournir le reçu et d'expliquer exactement le pourquoi de cette dépense, la dépense aurait été refusée chez son société et ce montant a été inclus dans ses revenus personnels. Donc, on avait un dédoublement des impacts fiscaux auprès de la société et auprès de lui, avec les pénalités pour les sociétés et pour lui. Donc, cet ajustement a été multiplié effectivement 4 fois. Et elle a fait ce genre d'ajustement pour une grande liste des dépenses. Je ne pouvais pas, j'ai dû expliquer que je n'étais pas en mesure de contester chaque dépense. À mon ton horaire, c'était impossible. Mais mon mandat, c'était de contester une fois le dédoublement et d'autres fois les pénalités. Et j'ai logé une opposition là-dessus. Et or, à l'époque de l'opposition, le bureau d'appel, j'avais un long débat entre eux. Oh, maître, oui, on voit la problématique sur le dédoublement, mais on n'a pas, on ne sait pas si nous avons le pouvoir de le régler. Et je leur ai dit, vous avez le pouvoir. C'est exactement votre travail de régler ce genre de problème. Sur les pénalités, un autre long débat sur les pénalités. OK, on peut annuler les pénalités pour monsieur, mais pas pour sa société. Et ça, c'était un résultat juridiquement impossible parce que c'est la même personne qui est responsable des deux déclarations. Et le test pour les pénalités, c'est une négligence grossière. Il a fait que de négligence pour les mêmes dépenses. Il a fait négligence grossière auprès d'une déclaration, mais pas pour l'autre. Bon, effectivement, c'était inimaginable. À la fin, j'ai réussi à faire le dossier renvoyé à l'administration totale à Ottawa, où finalement, les pénalités ont été annulées, on a trouvé un compromis sur le dédoublement. Mais c'est uniquement parce que ce bricoleur, très exceptionnellement, avoir accès à quelqu'un comme moi, avec mon cabinet et les ressources de mon cabinet, de faire renvoyer son dossier, de faire muter son dossier à Ottawa pour régler. La majorité des bricoleurs dans cette situation, ou des propriétaires de dépanneurs, ou des propriétaires des buanderies, etc., vous savez ce qu'ils font? Ils paient. Non, et voilà la problématique. Alors, il y a une grande crise d'accès aux justice dans notre système fiscal, dans Oui, votre opinion? et surtout dans la Cour canadienne de l'impôt, maintenant, un tiers des contribuables devant la Cour canadienne de l'impôt n'ont pas d'avocat. Donc, ils sont obligés effectivement de représenter eux-mêmes contre les avocats de la justice pour contester des cotisations émises selon une loi qui leur est absolument incompréhensible. Et ce nombre est même plus élevé quand on parle de la procédure informelle. Je pense qu'André Galland, il a fait une étude qui dit que c'était 44% de ces cas où il y avait ça c'est en 2005, mais quand même où il y avait des personnes représentées par eux-mêmes. Oui, les avocats sont coûteux, surtout les avocats qui sont en mesure d'interpréter et de comprendre une longue loi incompréhensible. Et c'est pire parce que on parle de la grande croissance des nombres de vérificateurs, mais cette croissance n'est pas, c'est pas la même histoire pour les agents de la direction d'appel. Dans la direction des appels auprès de l'agence, qui tranche des oppositions aux conclusions de la vérification, même tandis que le nombre de vérificateurs a doublé, le nombre des agents d'appel n'a augmenté que 10%. Et pire, le nombre de juges à la Cour canadienne de l'impôt est inchangé depuis les années 80. Et vous pouvez imaginer la conséquence. On a des arriérés élevés et croissants. Et ces arriérés causent des préjudices énormes pour les contribuables. Le fardeau de preuve devient plus onéreux au fil des ans, tandis que les dossiers sont perdus, les mémoires sont enterrées, les employés quittent ou meurent. Les différends grandissent parce que quand le vérificateur fait un ajustement, disons, pour l'année 2015, une opposition est logée, et tandis que l'opposition fermente dans un bureau, dans un bureau à la direction d'appel, le même ajustement peut être appliqué à l'année 2016, 2017, 2018,
tandis que, comme j'ai dit, le dossier est toujours pendant à la direction d'appel et donc le différend grandit et devient beaucoup plus compliqué au fil des ans. Les intérêts s'accumulent sur les montants disputés à moins que le contribuable ne les paie à l'avance. Et effectivement, ça c'est important. Ça c'est vraiment le takeaway de tout ceci, c'est que si on lit la loi, on peut voir qu'en principe, la loi donne au contribuable le droit à une révision prompte, indépendante et confidentielle des conclusions de la vérification. Mais à cause de l'allocation de ressources, ce droit est effectivement anéanti. Et ça arrive quelque chose, ça arrive pas uniquement dans le domaine fiscal, que le législateur crée les lois pour les citoyens ou les résidents, mais ces lois sont anéanties à cause de l'allocation, grâce à l'allocation subséquente des ressources. OK, le deuxième thème dont je peux pas discuter, c'est les coûts de la complexité. Et ça également, ça reflète l'idée que la loi est incompréhensible. Donc, les politiques fiscales sont souvent conçues sans égard pour leur implémentation pratique. Et je donne juste un exemple. La déduction accordée aux petites entreprises. C'est une déduction très populaire et les politiciens l'adorent. Chaque élection, nous avons tous les candidats de toutes les formations, de la gauche, de la droite, on veut soutenir les petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises sont, le fondement de notre système économique. On veut leur donner l'appui dont ils méritent et toujours, on entend toujours. Tous les politiques aiment donner les cadeaux chaque fois qu'ils font une élection, oui. C'est donner beaucoup de cadeaux à tous les gens, oui. Mais laissez-moi, pour être clair, moi aussi, j'adore les petites et moyennes entreprises. Et je reconnais l'importance des petites et moyennes entreprises et l'importance d'avoir une politique fiscale qui les appuie. Mais, ceci étant dit, la DAP, là, c'est très susceptible à l'abus. Parce qu'un contribuable avec une entreprise, quand il atteint le limite pour avoir droit à la DAP, il crée une deuxième société, ou une troisième, ou une quatrième, et ensuite effectuer un dédoublement, un triplement des déductions, qui est abusif. Donc, le législateur réagit en instaurant les règles sur les sociétés reliées. Maintenant, la section de la loi concernant les sociétés reliées est plus longue et plus élaborée que la totalité de la loi sur le revenu de l'impôt était au moment qu'il a été adopté en 2017, là. Vous voyez, en 1916, je voulais dire. Les règles sur les sociétés reliées sont subjectives, complexes et peuvent piéger le contribuable. J'avais une cause il y a plusieurs années. Un monsieur à Toronto, une personne qui construit les maisons, là. Et il a opéré par l'entremise d'une société, il a réclamé la DAP. Il ne savait pas que son beau-frère à Vancouver avait également une entreprise qui a réclamé la DAP. Et une vérificatrice arrive. Elle a dit, excusez-moi, monsieur, vous n'avez pas de cette déduction parce que votre beau-frère à Vancouver avait déclaré, et selon les règles, votre société dans la construction des maisons à Toronto est reliée à la société de votre beau-frère. Et donc, la déduction a été refusée, bien sûr, avec les intérêts. Grâce à certaines négociations, l'agence n'a pas cotisé les pénalités. Et la question à réfléchir. Y a-t-il une preuve des études qui démontrent que la DAP vraiment favorise la croissance des PME? Est-ce qu'il y a des preuves là-dessus? Ou est-ce qu'il ne s'agit que des soundbites pendant les élections? Est-ce qu'il y a vraiment des données, des études académiques qui démontrent l'utilité de la DAP pour favoriser la croissance économique? Moi, je ne sais pas, mais c'est vraiment une question qui devrait se poser. Et ça, c'est un exemple. On peut parler de nombreux autres. Les crédits pour les recherches scientifiques, développement expérimental, c'est notre très bel exemple d'un programme fiscal qui est très populaire, très
c'est très utile pendant les élections. On toujours veut soutenir les recherches scientifiques, mais c'est un régime extrêmement compliqué, très subjectif. Et moi, j'ai des clients qui ont droit au crédit de RSCDE, mais qui ne réclament pas, exactement parce qu'ils ne veulent pas nécessairement sauter tous les barrières. Ils ne veulent pas faire face à une vérification agressive 3 ans plus tard par un vérificateur qui ne comprend pas les enjeux scientifiques. Donc, le troisième thème, le dernier thème dont je pourrais discuter, l'absence d'un forum unique pour trancher les différends. En litige fiscal, la juridiction pour trancher des différends fiscaux est partagée ou même répandue entre plusieurs tribunaux. Et je vous donne un cas très simple. Considère Madame X qui travaille à Calgary et à Toronto. Et elle fait le va-et-vient entre les deux villes. Elle a même 2 appartements ou 2 bureaux. Et donc, elle fait sa déclaration de revenus auprès de l'Agence du revenu du Canada comme étant résident albertaine. Et je dis l'Agence du revenu du Canada parce que, on devrait dire, comme vous savez, l'ARC est l'Agence fiscale fédérale, mais aussi pour l'Ontario et Alberta. Donc, il n'y a pas de revenu Alberta, il n'y a pas de revenu Québec, il n'y a pas de revenu Ontario pour les particuliers. Donc, l'Agence du revenu du Canada agit comme l'autorité fiscale pour Alberta, Ontario et le fédéral. Donc, il n'y a qu'une seule déclaration de revenus. Donc, l'Agence du revenu du Canada entreprend une vérification et cotise Madame en refusant certaines déductions, en statuant qu'elle est résidente de l'Ontario et donc elle ajoute des taxes ontariennes et ajoutant des intérêts, bien sûr. Madame s'oppose et aussi elle demande que les intérêts soient annulés à cause de ses difficultés financières. L'agence refuse, non, 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 pas d'allègement d'intérêts, nous sommes toujours d'avis que vous êtes résidente de l'Ontario et que les déductions que vous avez réclamées ne sont pas déductibles. So, Madame veut contester cette décision devant un juge, mais à quelle cour doit-elle s'adresser? Well, elle a 3 forums exclusifs. D'une part, en ce qui a trait aux déductions refusées, elle doit s'adresser à la Cour canadienne de l'impôt. En ce qui concerne sa résidence, elle doit s'adresser à la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Et en ce qui concerne l'annulation des intérêts, à la Cour fédérale. Chacun est exclusif. Et il y a des jurisprudences abondantes sur les contribuables qui s'adressent au mauvais tribunal. Et même les experts ne savent pas toujours la bonne réponse. On a 2 cas récents, tantôt bien connus, où il y avait des questions sur c'était quoi la bonne cour pour trancher certaines questions. Et si Québec est impliqué, on ajoute un ordre de magnitude. Parce que Québec, c'est la seule province où l'application de loi fiscale pour les particuliers n'a pas été déléguée à l'Agence du revenu du Canada. Et donc, nous avons Revenu Québec avec son propre cadre de fonctionnaires, avec ses propres moyens de contestation auprès de la Cour de Québec ou de la Cour supérieure. Et souvent, si on a des ajustements, si un contribuable est au Québec, les ajustements fédéraux sont répliqués au niveau provincial et les procédures doivent être dédoublées. Une fois devant les instances fédérales et une autre fois devant les instances provinciales. C'est très coûteux, très compliqué. Et bref, l'absence d'un forum unique pour trancher les différends, c'est une source énorme d'inconvénients pour les contribuables, surtout pour les contribuables au Québec. Et je sais qu'il y a certains avantages auprès que Québec détient son propre agence, son propre autorité fiscale. Il y a certains avantages de tout cela, mais il faut comprendre que ces avantages sont reçus à un prix. Et c'est un prix qui est payé surtout par les contribuables ordinaires. Maître, c'était une excellente explication des problèmes et complexités de notre système de litige fiscal. Je veux juste poser une grande question pour vous. Avez-vous quelques suggestions pour améliorer notre système de litige fiscal? Suivant les 3 thèmes
que j'ai abordées. D'une part, je pense que c'est important de régler les déséquilibres dans l'allocation de ressources, surtout auprès de l'Agence de revenus du Canada. Parce que d'assurer que le droit de position est revitalisé. Sur les tribunaux, il y a beaucoup de gens qui appellent depuis de nombreuses années pour augmenter la juridiction de la Cour canadienne de l'impôt, de lui octroyer compétences, disons même plénières ou minimalement plus vastes pour trancher toutes les questions ou un plus grand nombre de questions relatives aux impôts, exactement pour minimiser toute la complexité et de minimiser les problématiques où les contribuables sont débutés de son recours parce qu'ils s'adressent au mauvais tribunal. Et troisièmement, la question de complexité. Une chose que je vois souvent, et même dans les facultés, peut-être c'est quelque chose surtout pour vos étudiants à considérer. On a toujours des grandes idées sur combien d'impôts on devrait payer. Est-ce que le taux d'imposition auprès des sociétés ou auprès des riches, ou les déductions pour ceci, ou les incentives pour cela. Tout le monde a des grandes idées sur un système de fiscalité parfait et équitable, mais sans considération de comment exactement ce système peut être appliqué. Est-ce que c'est un système qui est vraiment susceptible d'être appliqué de façon efficace et équitablement? Ou est-ce qu'on ne tient pas compte nécessairement de la coût de la complexité? Et donc, ça, c'est la recommandation, vraiment, quand on parle vraiment de la question de l'administration, quand on parle de chaque fois qu'on aventure une opinion sur une modification à notre système fiscal ou une amélioration à notre système fiscal, posez la question. Est-ce que c'est vraiment une mesure qui est susceptible d'être appliquée de façon équitable et juste? Oui, je suis d'accord que la question, c'est comment ça fonctionne, oui. Toujours avec les règles. Si ça fonctionne seulement pour une petite tranche de la population, ce n'est pas juste. Et ça, c'est le problème ici. Mais je veux ajouter qu'il y a un problème ici, c'est un problème du monde. Hein. Le système, c'est complexe, mais c'est parce que le monde est complexe. Et comment est-ce qu'on améliorer la situation quand le même système, c'est pour les petits et les grands, les personnes qui manquent des avocats et les multinationales, les autres personnes qui ont plein d'avocats. Comment améliorer les situations pour le tout? C'est difficile, hein? Oh, c'est des questions qui sont très compliquées. Et moi, je n'ai pas des recommandations précises à formuler ici pendant cette présentation. Ce que je peux vous dire, c'est que le système actuel, quant à moi, c'est un désastre. Et c'est agaçant que nous avons une loi qui touche profondément la vie de tous les citoyens, tous les résidents. Ça touche profondément la vie de tout, qui est incompréhensible. Le fait d'avoir une loi assez tentaculaire qui est incompréhensible, c'est kafkaïen. C'est kafkaïen pour les contribuables pour les particuliers qui doivent se conformer, et c'est kafkaïen parce que nous avons l'agence et les vérificateurs qui ne comprennent pas parfaitement cette loi incompréhensible qu'ils sont censés d'appliquer. Donc, je n'ai pas de recommandations précises à proposer aujourd'hui, mais quant à moi, il faut tenir compte du fait qu'il y a un coût important à la complexité. Oui, peut-être une solution, c'est plus d'éducation publique avec des personnes comme toi qui peuvent expliquer les niveaux de cours, les niveaux de range, je ne sais pas comment on le dit en français, the range of complexity, son substantif aussi procedural. Les deux types de complexité fonctionnent ensemble pour magnifier la complexité. Oui. Et ça reste à nous
les professeurs, les avocats, d'expliquer toujours pour le public. Hein? Alors, merci beaucoup pour partager les pensées aujourd'hui. C'était un grand plaisir pour moi. Oui, c'était un honneur. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir était vraiment le mien. À la prochaine!